suis Béatrice Erignoux, avocat au barreau de Papeete depuis octobre 2022, précédemment inscrite au barreau de Nice de 1991 à 2022. Et actuellement, j'ai l'honneur d'être aux côtés de monsieur le bâtonnier Piriou, sa vice-bâtonnière. Et voilà, donc je fais beaucoup de pénal et beaucoup de civil également, droit de la famille. Donc je suis très sensibilisée par les problèmes de violence intrafamiliale. Et j'ai l'honneur effectivement de partager effectivement ce petit moment avec vous, avec ma consoeur, maître Isabelle Nougaro, que vous devez connaître pour certains d'entre vous, puisqu'elle vous prodigue des cours de droit au sein de l'UPF. Et puis surtout, c'est une avocate, c'est la seule avocate en Polynésie française inscrite au barreau de Papeete à avoir la spécialisation en droit pénal. Donc je la laisse présenter un petit peu, enfin, j'en ai dit beaucoup, mais elle peut encore dire quelque chose. Alors ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'était un petit peu le rôle de l'avocat, mais au travers de l'avocat de la défense et aussi au travers de l'avocat de la partie civile. Donc on va essayer effectivement de faire un petit dialogue entre nous pour présenter cela. Voilà, je remercie donc ma consoeur Béatrice Erignoux. Alors je remercie bien entendu mes étudiantes et anciennes étudiantes qui sont dans la salle, je les reconnais. Donc c'est vrai que ça fait une vingtaine d'années que j'exerce au barreau de Papeete. Je suis spécialiste en droit pénal et j'ai le plaisir effectivement de donner des cours de droit pénal à l'université. Donc on est parti, donc à ce moment-là, on va essayer de faire quelque chose d'assez dynamique pour vous montrer dans quelle mesure on arrive effectivement soit sur un sujet qui est difficile, qui est un sujet douloureux, mais aussi parfois qui, j'allais dire, nous interloque tellement la question est imbriquée à la fois sur les questions pénales, procédure pénale. Il ne s'agit pas de vous faire un cours à ce titre-là, mais de montrer qu'il y a un aspect humain dans le procès qui est à la fois soit de l'ordre de l'irrémédiable, quand la victime malheureusement est morte, ou alors effectivement on peut avoir un dialogue au sein d'une juridiction entre les deux parties, parce qu'il y a ces éléments qui tiennent aux deux parties. On est souvent des relations de couple ou des relations entre parents et enfants. Donc c'est cette particularité de la violence intrafamiliale qui doit être jugée. On est parti. Alors effectivement, les violences intrafamiliales, je pense que tout le monde le sait ici, c'est une cause nationale, voire mondiale. Et c'est une cause aussi, un enjeu majeur en Polynésie française. Pour tout vous dire, l'État s'en préoccupe particulièrement. Cet après-midi, j'ai eu l'honneur d'être invitée au CESEF au CESEC, pour effectivement parler avec d'autres avocates, un magistrat du droit de la famille et un magistrat du juge aux affaires familiales, du droit de la famille et du juge pour enfants, pardonnez-moi, pour parler un petit peu de cette problématique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très actuel et qui nous sensibilise beaucoup. Alors tout d'abord, avant de commencer cette intervention, je voudrais un petit peu vous rappeler ce qu'est un avocat. Parce que bon, je vois dans cette salle beaucoup de mes confrères, donc bon, je n'ai pas besoin de leur rappeler ce qu'est un avocat, mais il y a aussi des étudiants, il y a aussi des personnes qui sont de l'extérieur. Un avocat, c'est pas seulement quelqu'un qui porte une robe noire au sein des tribunaux. On l'avait emmené, d'ailleurs, cette robe noire avec ma consoeur. On a hésité à la mettre, mais cette robe noire, on ne peut pas la mettre en dehors des audiences où nous œuvrons en tant qu'auxiliaire de justice. C'est une robe qui nous permet de nous faire reconnaître. L'avocat, c'est quelqu'un qui prête un serment. Ce serment, je vais vous le lire. Alors, je ne le connais pas par cœur, mais à culpa, parce qu'il a changé au fil des années. Donc, on nous fait jurer ce serment-là lorsque nous prêtons serment. Donc, je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. C'est très important parce que l'avocat est là pour défendre. Et il est là pour défendre à la fois les victimes et également les auteurs.
Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui, parce que c'est vrai que les violences intrafamiliales, ça touche effectivement beaucoup de personnes. Vous avez assisté sans doute à l'allocution de Madame la première présidente de la Cour d'appel de Papeete lundi soir, qui vous a présenté sa lutte qui est une lutte très importante, très intense, hein, qui vous a montré et avec des chiffres, avec les chiffres qui ont été pour la première fois pris en Polynésie française, qui vous a expliqué ce qu'était qu'un cadavre de femme, qui vous a expliqué aussi les violences vicariantes qui touchent les enfants, qui vous a expliqué la lutte contre effectivement ces violences intrafamiliales. Nous aujourd'hui avec Isabelle, ce qu'on a envie aussi de vous montrer, c'est comment l'avocat exerce son rôle à la défense des victimes et des auteurs. Alors moi j'ai commencé mon propos avant Isabelle, c'est pas du tout pour commencer avant, enfin pour dire que c'est plus important ce que je vais dire, loin de là. C'est parce que les violences intrafamiliales, il n'y a pas que du pénal. C'est pas uniquement devant les juridictions pénales. Il y a également devant les juridictions civiles, devant le juge aux affaires familiales, où il y a beaucoup de violences et parfois il y a des juges aux affaires familiales qui sont saisis de ce que l'on appelle des ordonnances de protection. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance de protection ? Une ordonnance de protection, c'est pour protéger la famille, pas seulement la femme, hein, parce qu'on a parlé effectivement des violences qui étaient le plus souvent, enfin en majorité commises par des hommes sur des femmes, mais aussi pour protéger des enfants qui vivent effectivement au quotidien des violences intrafamiliales. Alors, l'avocat va déposer ce qui s'appelle une requête devant le juge aux affaires familiales qui va avoir 6 jours pour statuer sur cette requête. Donc, pas plus de 6 jours parce qu'on agit avec urgence. Et il va falloir voir s'il y a une protection à donner. Alors, les protections, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on va interdire à la personne qui est violente, si la violence est bien évidemment suffisamment caractérisée, hein, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est le juge qui va trancher au vu des éléments qu'il aura en sa disposition, et donc il va interdire à cette personne d'approcher la famille. Alors parfois c'est uniquement la personne qui est violentée, et physiquement ou moralement aussi, et parfois ça s'étend aux enfants. C'est-à-dire que parfois, il y a totalement une interdiction d'approcher les enfants, même il n'y a plus de droit de visite, plus de regard sur les enfants. Même parfois, on exclut toute possibilité que les enfants puissent être vus dans un milieu neutre. En Polynésie, ça n'existe pas vraiment, mais en fait, en visite médiatisée, c'est-à-dire avec quelqu'un qui va pouvoir vérifier que tout se passe bien. Parfois, c'est possible, parfois, ça n'est pas possible. Ça dépend effectivement du degré de violence qui a pu être caractérisé et pris en considération par le magistrat. Donc avec dans tous les cas un avis du procureur de la République qui est demandé, c'est-à-dire qu'on demande son avis au procureur de la République parce que souvent il y a des plaintes qui ont été déposées qui ne sont pas toujours suivies des faits, hein, parce que c'est très difficile, hein, ça se passe très vite. Et si l'ordonnance de protection est ordonnée, effectivement ça devient pénal quelque part. Ça devient pénal parce que s'il y a une violation de cette ordonnance de protection, la personne qui est victime peut se plaindre au service de police ou au service de gendarmerie et il peut y avoir effectivement des poursuites pénales sur l'auteur qui n'a pas respecté l'ordonnance de protection. Il peut également aussi y avoir la mise en place de... Ça, je sais que demain, il y a la directrice de la page qui va venir. C'est une association de protection des victimes qui font des études pour savoir si on peut mettre en place des mesures de protection supplémentaires qui s'appellent notamment des téléphones grand danger ou autres types de systèmes qui permettent effectivement, dans des cas extrêmes, de pouvoir appuyer sur un bouton et de prévenir immédiatement les services de police, de gendarmerie pour qu'ils puissent intervenir. Mais c'est quand même assez rare, mais il y en a en Polynésie française.
Et puis il y a la sphère pénale, où là effectivement le parquet va poursuivre les auteurs, et ils vont se retrouver devant des juridictions correctionnelles, parfois même devant des juridictions criminelles, hein, quand il y a effectivement des crimes qui sont commis, c'est-à-dire il y a des meurtres, des tentatives de meurtre. Et là, effectivement, il y a le rôle de l'avocat de la partie civile, cette fois-ci, qui défendra la victime, qui peut être le même avocat que celui qui a déposé l'ordonnance de protection, et l'avocat de la défense, celui qui va défendre l'auteur. Je reprends la main. Donc sur la partie pénale, puisque l'avantage c'est que vous avez entendu donc Madame Malone juste avant, vous déclinez un peu tous les types de violences que l'on peut rencontrer, une violence physique, la violence verbale, la violence sexuelle, et cette violence elle a divers degrés. Et en fonction, donc, j'allais dire, du degré de violence exercée et du type de violence exercée, la réponse pénale n'est pas la même. Quand je dis la réponse pénale, c'est-à-dire la poursuite du ministère public. Donc, en général, pour, j'allais dire, des violences qui sont débutantes et peu importantes, et qu'un auteur, souvent c'est l'homme, on a dit que c'est effectivement une violence genrée, on va se retrouver d'abord avec une réponse pénale qui va être du type une alternative aux poursuites, c'est-à-dire de se retrouver, par exemple, l'auteur sera poursuivi et devra exécuter un stage sur les violences conjugales. Vous voyez, ce genre de réponse. Aujourd'hui, on ne fait plus de médiation. Je pense que pour ceux qui ont pu assister aux précédentes interventions, vous avez pu le constater, on a oublié la médiation. Au jour d'aujourd'hui, le parquet ne fait plus de médiation sur les violences conjugales. La réponse peut être beaucoup plus, j'allais dire, urgente, rapide, en fonction des violences exercées. On va se retrouver dans ce qu'on appelle les procédures urgentes de comparution immédiate. Parce que l'auteur aura exercé des violences très graves. Je prends par exemple le cas, de violences qui ont pu être causées sur, par exemple, une femme enceinte. Donc à ce moment-là, en général, ça attire l'attention du ministère public. La réponse va être immédiate, l'auteur va être tout simplement déféré devant le tribunal et jugé rapidement. Parce qu'effectivement, on se retrouve dans ce qu'on appelle, et Mme Gindre l'a développé hier, des cas où l'ITT, donc l'incapacité temporaire de travail, est très importante. Donc à ce moment-là, effectivement, la réponse n'est pas la même. Donc on a une partie civile au dossier qui, à ce moment-là, est la victime et qui pourra ou pas se constituer partie civile. On va revenir après, on vous donnera un exemple d'un procès. Après, on peut avoir effectivement une réponse qui est encore plus importante parce qu'on a dépassé le cas de ce qu'on appelle des violences délictuelles pour une réponse devant le tribunal correctionnel, qui soit en comparution immédiate, soit devant le tribunal correctionnel, en collégial ou en juge unique, dépendra de l'importance des violences. Mais je ne veux pas trop m'étaler dessus, sinon je vous fais un cours de droit pénal, mais le degré de réponse dépend véritablement de l'importance des violences qui ont été exercées, du profil de l'auteur, s'il a un casier judiciaire déjà important, c'est-à-dire qu'il est déjà en réitération ou en récidive. Ça fait plusieurs fois qu'on lui a rappelé qu'il ne devait pas effectivement se comporter de cette façon-là. Et après, on peut se retrouver tout simplement, comme l'a dit Béatrice, dans un système où on est devant la cour d'assises. Parce que les violences qui ont été exercées ont amené tout simplement à une mutilation, une infirmité permanente de la victime, c'est-à-dire qu'elle est toujours vivante, mais les conséquences des violences ont exercées l'ont amenée à perdre une partie de sa capacité tout simplement à être ce qu'elle était avant. Donc par exemple, je ne sais pas, moi, elle pourra tout simplement, si elle avait subi un traumatisme crânien très important, ne pas pouvoir récupérer une partie de ses facultés, ou ne plus pouvoir marcher, etc. On est dans ce type de situation. Et puis la situation la plus dramatique, c'est effectivement à ce moment-là où on n'a plus de victime parce qu'elle est décédée. Et on se retrouve tout simplement, éventuellement, avec, bien entendu, des parties civiles. Ces parties civiles, ce sera la famille de la victime si elle se constitue partie civile, ce qu'on appelle les ayants droit. Donc c'est pour vous décliner le fait que la violence intrafamiliale, qui est d'abord la violence conjugale, elle peut être également effectivement parentale ou alors sur les enfants. Et à ce titre-là, là aussi, la loi
considérablement aggraver la situation des auteurs en cas de présence d'enfants mineurs lorsque les violences sont exercées. En général, avant, cette réponse n'existait pas, mais depuis 2019 et après la loi 2024, j'allais dire, les choses se sont considérablement corsées, puisque au jour d'aujourd'hui, exercer des violences sur l'autre parent en présence d'enfants mineurs est une cause d'aggravation de la situation de l'auteur. Donc en gros, ce qui veut dire que la condamnation est plus importante. Ce qui est important donc de constater, c'est que tout simplement, et ça rejoint ce que vous disiez Madame Malogne plus en avant, c'est qu'en réalité l'objectif de la loi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce cercle qui est, j'allais dire, des enfants qui sont tout simplement victimes indirectes des violences exercées par l'un des deux parents, en général c'est le père, mais attention, il y a aussi des dossiers où nous avons des violences exercées par les femmes sur leurs conjoints, donc ça existe, c'est pas non plus à la marge, ce sont des violences qui éventuellement sont peut-être éventuellement plus importantes parce qu'elles sont avec armes, donc notamment donc des armes blanches, mais le fait tout simplement de considérer aujourd'hui que d'exercer des violences devant ses enfants à l'encontre du père ou de la mère est aujourd'hui quelque chose qui est puni de façon beaucoup plus sévère pour tenter justement, en tout cas pour le moins, d'éradiquer ou de limiter cette compulsion à répétition, comme on dit, c'est-à-dire le fait de regarder quand on est petit quelque chose qui se passe et que ça devienne une normalité. Après également, l'enfant lui-même peut être victime directe de ces violences, l'un n'empêche pas l'autre. Et auquel cas, à ce moment-là, il se retrouve en général dans une situation où vous voyez bien qu'on est entre le père et la mère. Aucun des parents n'est en général en mesure d'assurer la représentation des intérêts de l'enfant. C'est à ce titre-là que vous avez un administrateur ad hoc qui intervient. Ce que vous verrez voir demain si vous êtes là, notamment l'intervention de la page, pour permettre justement à ce moment-là aux droits des enfants de pouvoir être exercés puisque les parents ne sont pas à même de le faire. Et je redonne la parole après à Béatrice, mais comment dirais-je, j'ai commencé mon intervention en disant, quand nous, on est sur des dossiers de violence conjugale, parfois c'est épique quand on est, par exemple, en comparution immédiate, parce qu'on a des réactions, on va vous donner quelques réactions qui comment dirais-je, interpellent, parce qu'on est souvent dans une situation où ce sont des gens qui se connaissent. Ce sont des gens qui, j'allais dire, ont eu des enfants ensemble. Ce sont des gens qui ont une histoire. Et ce sont des gens qui, soit sont sur un rapport de domination, sous un contrôle coercitif, sous l'emprise, etc. Et le fait d'arriver à un moment donné de se dire que c'est la réponse de la justice qui va essayer de régler ou de démêler ou de poser les choses par rapport à quelque chose qui est, j'allais dire, tellement imbriqué, que ça pose de véritables difficultés dans la défense, que ce soit, j'allais dire, la défense de l'auteur ou des parties civiles. Et puis, j'allais dire, c'est parfois très lourd, parce que tout simplement, le résultat, c'est que, en dépit de tout ce qui a pu être mis en place, on se retrouve au bout du compte avec un féminicide à la clé. Donc voilà, je redonne la parole à mon confrère, à ma consoeur, pour essayer de vous montrer justement une situation cocasse où on est devant le tribunal correctionnel. Elle fait la partie civile et je fais la défense à ce moment-là. Mais avant ça, si je peux me permettre, pour rebondir effectivement sur ce que tu as dit, c'est vrai qu'aussi le rôle de l'avocat, c'est d'accompagner les victimes et de tenter, d'essayer de les accompagner. Parce que parfois, la route est longue. La route est longue. Il faut parfois en avoir vraiment assez pour pousser la porte de chez un avocat et de dire « moi j'en peux plus, il faut que ça cesse, on est violent avec moi depuis des années, c'est intolérable, maintenant on s'en prend aux enfants ou pas, ou ça se passe devant les enfants, je n'en peux plus ». Alors à ce moment-là, le rôle de l'avocat, c'est d'aiguiller la personne qui vient en rendez-vous, de lui dire il faut que vous alliez déposer plainte. Et là, le parcours est très difficile, parce qu'il faut pousser après la porte du commissariat, de la gendarmerie, déposer sa plainte, savoir qu'en déposant une plainte, il va y avoir une convocation automatique de l'auteur présumé,
que l'auteur présumé, s'il est encore au domicile, il va demander pourquoi on l'a convoqué. Et c'est là qu'effectivement, il y a beaucoup de victimes qui s'arrêtent, qui se disent non, finalement, je continue plus. Et puis, quelques mois plus tard, ça va recommencer, ça va être plus grave. Alors là, cette fois-ci, elles vont véritablement déposer plainte. Il va y avoir à ce moment-là, dans un cas comme explique Isabelle, une ITT suffisamment importante pour qu'il y ait un déferment devant le procureur de la République, qu'il y ait une saisine du tribunal, donc c'est la comparution immédiate. C'est effectivement, on va juger l'auteur. Et puis là, curieusement, on arrive parfois à avoir des victimes qui viennent aux audiences et puis qui disent « mais non, finalement, je veux plus rien, je l'aime ». Moi, je l'ai eu plusieurs fois. Il y en a même une qui l'a demandé en mariage alors qu'il était dans le box des prévenus. « Je veux t'épouser, je t'aime. Finalement, si tu me tapes, c'est parce que tu m'aimes, c'est parce qu'il m'aime. S'il est jaloux, c'est parce qu'il m'aime. » Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué aussi pour l'avocat. Et quand je dis aussi c'est long, c'est que parfois on dit que la justice est longue. Et oui, la justice est longue. Alors, c'est pas tellement la justice qui est longue. C'est tous les rouages de la justice, d'avant la justice. C'est-à-dire qu'avant, il faut qu'il y ait une enquête qui soit faite. C'est vrai que actuellement, à Papeete et encore dans les îles lointaines, c'est encore pire. On en a parlé il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que c'est compliqué. Ça va durer longtemps. Des fois, ça dure plusieurs mois, plusieurs années. Alors, le temps passe. On oublie la première procédure qu'on a déposée, la première plainte qu'on a déposée, parce que finalement, on n'avait pas vraiment des coups trop importants. C'était peut-être qu'une emprise psychologique, qui est une violence. Alors, on l'oublie. On s'est remis avec le violent, et puis on lui a pardonné, et puis ça a recommencé, et puis le temps passe, et puis après on oublie, et après on ne va pas jusqu'au bout des choses. Et le rôle aussi de l'avocat que nous sommes, c'est aussi d'être là pour expliquer. Mais parfois, l'humain reste l'humain, j'ai envie de dire, et c'est compliqué. On ne peut pas contraindre les gens à déposer plainte, on ne peut pas contraindre les gens à aller malheureusement jusqu'au bout. Parfois, on arrive devant des cours d'assises et c'est vrai qu'on va vous donner des exemples où on a la femme qui dit finalement je te pardonne, je t'aime. Il y a très peu de temps, mon associé a défendu un homme devant une cour d'assises qui avait violenté à tel point la femme qu'elle avait eu une infirmité permanente, puisqu'en fait elle avait un trou dans la tête. On n'arrivait pas à colmater ce trou. Enfin, on lui avait remis de la peau, mais c'était vraiment très très compliqué. Et cette femme, à l'audience, elle est venue dire, alors qu'elle avait un avocat, alors qu'elle s'était constituée partie civile, alors qu'elle était victime, qu'elle aimait toujours son mari, qu'elle lui pardonnait et qu'elle voulait retourner avec lui. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Alors, on va effectivement essayer de vous en donner d'autres. C'est vrai qu'on est souvent l'une contre l'autre. Alors, le particularisme de ce métier est assez intéressant. C'est que parfois, je peux être victime et elle peut être le méchant ou la méchante et l'autre et vice-versa. Et on a eu des dossiers dernièrement, il y a peu de temps, au mois de novembre, où on a été, une fois c'était moi qui étais le méchant et elle la gentille, on va dire, enfin l'auteur et elle la victime, et vice-versa la semaine d'après. Donc c'est vrai que c'est comme ça, c'est notre rôle, c'est notre métier. Et c'est ce qui fait aussi l'honneur de notre métier et de la robe que nous portons, que j'avais dit que nous avons amenée tout à l'heure, mais que je ne peux pas mettre. Mais la robe de l'avocat, tout le monde la connaît. Elle est noire et elle a effectivement quelques petits signes blancs pour peut-être l'égayer. Mais c'est toute une autre histoire, la robe d'avocat. On n'est pas là pour vous faire la robe d'avocat ce soir. Bien. Donc du coup, effectivement, nous avons régulièrement à devoir interchanger de place et cette dame qui a une plaque dans la tête, c'est un dossier que j'ai connu également. Voilà. Bien. Alors, et malheureusement, effectivement, c'est ce dossier, mais d'autres dossiers où
je disais tout à l'heure, on ne peut pas juger de ce qu'une victime peut dire à l'audience, de ce qu'elle peut ressentir par rapport à son conjoint ou son compagnon. De l'extérieur, on se dit, mais elle ne se rend pas compte. Non, et on voudrait juger de la situation. Mais en réalité, il y a tout ce phénomène que depuis le début de la semaine et depuis plusieurs semaines, on essaie d'expliquer, que les professionnels essaient d'expliquer, que sont l'emprise, le contrôle coercitif, la façon dont effectivement celui ou celle qui est dans cette emprise ou dans ce contrôle essaie de se sortir de là. Mais c'est un long processus. Et malheureusement, à l'audience, ce processus n'est pas pour autant, j'allais dire, arrêté. C'est pour ça que vous avez ce type de réaction qui fait qu'en réalité, la personne ne veut pas se séparer parce qu'elle ne sait pas comment se séparer, parce qu'elle n'est pas prête à se séparer, et que la justice n'est pas une réponse à la séparation. La justice est une réponse à une infraction. Et donc, du coup, on a ce mouvement de la victime qui, j'allais dire, ne correspond pas à ce qu'on attend. Toujours est-il qu'une fois que le procès s'est mis en place et qu'il y a une poursuite du procureur de la République, même si la victime ne veut pas se constituer partie civile ou en laisse sa plainte, ça n'empêchera pas que l'auteur sera condamné. Ce qui fait que maintenant, je peux me permettre de passer sur le volet auteur, puisque Béatrice vous a présenté un peu la victime. L'auteur, comme vous a dit Madame Malone, on voudrait que ce soit quelqu'un qui soit psychiatriquement malade. Ça nous aiderait vachement à se dire, finalement, il n'est pas comme nous. Sauf que, comme disait Daniel Zaguri, qui est un grand psychiatre français, qui a écrit « La barbarie des hommes ordinaires », en général, malheureusement, les infractions et les plus violentes infractions sont commises par des gens qui sont tout à fait ordinaires, qui ne sont pas atteints de maladies psychiatriques, au sens strict qu'on l'entend. Ce sont des gens qui ont des traits de personnalité, tout ce qu'on vous a présenté, qui ont éventuellement, j'allais dire, un passé. Et c'est ça qui nous sert, du point de vue des avocats de la défense, à devoir déterminer dans quel sens on peut poser une défense pour un auteur. Parce qu'un auteur, tout le monde a droit à sa défense. Donc la partie civile, donc vous l'avez entendu. De mon côté, si je vous présente l'auteur, la première chose, si je défends, je vais commencer par regarder les faits, de me dire, factuellement, est-ce que ce qu'on lui reproche, c'est justifié? Est-ce que c'est effectivement prouvé? Est-ce qu'il y a effectivement des violences qui ont été exercées? Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce que j'ai le certificat médical qui m'est produit par la victime correspond bien à ce qu'elle a déclaré? Vous voyez, du point de vue des stratégies de la défense, il y a des choses à mettre en place. C'est pas parce que, j'allais dire, il est dit qu'on aurait exercé des violences que la personne qui est poursuivie ne peut pas effectivement exercer ses droits. Donc, bien entendu, ce sont des éléments qui sont très importants. Quand on a dépassé l'aspect factuel, quand on a regardé tout le dossier, certificat médical, qu'on a regardé les déclarations des témoins, l'audition de la victime et qu'on a entendu l'auteur, après on se dit, effectivement, il y a matière à ce qu'on appelle une déclaration de culpabilité, il va falloir prononcer une peine. Cette peine dépendra de la personnalité de l'auteur. Cette personnalité, comme on l'a dit, c'est rarement quelqu'un qui est psychiatriquement malade. Mais on va se trouver éventuellement en appui avec une expertise psychiatrique de l'auteur. En certains cas, c'est obligatoire, surtout en matière criminelle. Et éventuellement aussi un appui et avec une expertise psychologique qui pourra déterminer si effectivement dans sa biographie, c'est-à-dire dans son enfance, dans son parcours, s'il a été victime lui-même de violences, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a vécu, est-ce qu'il a été harcelé, en fait tous ces éléments qui éventuellement peuvent expliquer pourquoi cette personne se retrouve dans cette situation. Donc, ce sont des éléments qu'on appelle les éléments de personnalité. Et puis, à l'issue de l'ensemble de ces éléments, une fois qu'ils sont mis bout à bout et qu'on a une plaidoirie de partie civile, puis après les réquisitions du procureur de la République, on a effectivement la plaidoirie ou les plaidoiries de la défense pour les intérêts de l'auteur. C'est pour vous dire que cet énorme contentieux, cette énorme, j'allais dire, montagne contemporaine, moderne, que constituent les violences intrafamiliales, dans lesquelles on met en plus de surcroît, j'allais dire, les enfants eux-mêmes, qui, j'allais dire, sont véritablement non plus pas partis au procès, mais sont dans le procès.
c'est quelque chose qui, j'allais dire, nécessite à la fois du point de vue humain, du point de vue matériel et du point de vue de l'organisation judiciaire, quelque chose de très très important. Mais là, on est en bout de course et je pense que je terminais mon propos en vous disant ça. Quand on est là devant la cour d'assises face à une femme ou un enfant ou une mère qui a été tuée et un auteur qui donc encourt une réclusion criminelle à perpétuité ou une réclusion criminelle à temps, ou alors devant le tribunal correctionnel où on est éventuellement à plusieurs passages devant ce tribunal parce qu'en fait les faits sont récurrents, à un moment donné on se dit qu'on a manqué quelque chose. Et là j'en viens à ce qu'on appelle la prévention, c'est-à-dire que tout simplement le problème des violences intrafamiliales, c'est quelque chose qui se prend depuis le début, c'est quelque chose qui se prend dans la famille, c'est quelque chose qui se prend dans l'éducation. C'est quelque chose qui se prend, bien entendu, tout simplement dans le fait que, en fait, il faut éviter de pouvoir se retrouver face à l'alcool, face à la drogue, bien entendu. Tous ces éléments bout à bout qui font qu'à un moment donné, cette problématique, qui est une problématique cruciale, particulièrement en Polynésie, je ne pense pas que je travestis le propos puisque les chiffres sont quand même assez parlants sur le fait que véritablement, il nous appartient à tous depuis le début, d'essayer de renverser la vapeur. Je vous remercie. Alors, effectivement, bien sûr, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Donc, on a effectivement la prévention qui est quelque chose d'indéniablement indispensable, mais il y a aussi le suivi des auteurs après, une fois qu'ils ont été condamnés. Quand ils ont été condamnés, parce qu'il y a différents types d'auteurs. Alors, c'est vrai que Madame Malogne, que l'on voit assez souvent, parce qu'on la connaît un petit peu, parce qu'on va devant la cour d'assises avec Isabelle, assez souvent, c'est vrai qu'elle vous l'a expliqué, il peut y avoir des enfants qui, vivant au quotidien des violences intrafamiliales, eh bien, sont devenus, à un moment donné, auteurs, pour des raisons qui sont diverses. Soit auteurs en protection d'un membre de la famille attaqué, par exemple la mère. Moi j'ai eu dernièrement devant la cour d'assises des mineurs, donc c'est quand même pas commun, c'est quelqu'un qui avait commis des faits durant sa minorité, qui était donc jugé par la cour d'assises des mineurs. C'était un garçon qui avait subi des violences toute sa vie, au départ des violences de son père, après il avait été placé, donc il avait subi des violences sexuelles de la part d'autres individus, et puis il a été remis au domicile de sa mère, et puis là sa sœur s'est mise en couple avec un individu qui a recommencé à la violenter, et donc le gamin il a complètement, il a tourné complètement, sa tête a complètement tourné, et en protection de sa famille, comme il était un peu plus grand, il avait 17 ans et demi, donc il était effectivement encore mineur, c'est pour ça que c'était la cour d'assises des mineurs, il a pris un couteau et il a pourchassé donc l'agresseur, en l'occurrence le compagnon. Alors, si je vous donne cet exemple, c'est pour vous montrer que c'est indirect. Alors c'est vrai qu'il fallait la prévention, mais je pense qu'il faut aussi, au niveau de la prévention, apporter des soins et des aides aux enfants, aux familles qui subissent ces violences, et aussi aux auteurs. Et ce garçon, il n'a pas été condamné à de la prison, c'est-à-dire que la cour d'assises des mineurs, qui est composée de magistrats professionnels et de jurés, a considéré que ça se comprenait. Bon, il ne l'a fort heureusement pas tué, enfin il lui a occasionné quand même des dommages importants, mais il ne l'a pas tué, il ne l'a pas handicapé à vie, bref, il a fait finalement, il a eu un rôle de défenseur qui a été le sien. Alors tout le monde ne l'a pas, je ne dis pas qu'il faut avoir ce rôle-là, mais de par effectivement sa personnalité et ce qu'il avait vécu, il est passé à l'acte. Il a un suivi socio-éducatif qui va effectivement lui permettre d'être suivi psychologiquement, parce qu'il faut qu'il se restructure aussi, ce garçon.
Il faut qu'il arrive à comprendre qu'on ne répond pas à la violence par la violence. Bon, ça, c'est un exemple avec un mineur qui a subi effectivement des violences. Mais quand on parle effectivement des gens qui ont été condamnés pour des crimes ou même en correctionnel, il faut qu'il y ait nécessairement un suivi, à notre sens. Je pense qu'on est tous d'accord. Et d'ailleurs, quand on est avocat de la défense, c'est ce qu'on suggère la plupart du temps. Sauf si, effectivement, on plaide un acquittement parce qu'on considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments. Enfin, on n'est pas dans ce débat-là ce soir, je pense. Et là, effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et il faut se donner les moyens d'avoir ce suivi. Alors, ce suivi, il est tout à fait faisable sur l'île de Tahiti. Moi, on n'a pas eu de difficulté là-dessus. Mais c'est particulièrement difficile sur les autres îles. Dans les autres îles, c'est quasiment impossible. Quasiment impossible parce qu'il n'y a pas toujours des psychologues. Il n'y en a même pas. À Bora Bora, il n'y en a pas. Il y a une tournée, une fois tous les 2 mois, d'un psychologue qui va venir. Donc forcément, si on a une obligation de soins pour un auteur qui a commis des violences sur sa femme ou sur son ex-concubine ou même sur ses enfants, ça va être compliqué pour lui d'avoir ce suivi. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération dans cette lutte contre les violences intrafamiliales. Pardon. C'est la fin de la journée. Oui, je pense que je pense qu'on a fait le tour du. Je vais te laisser ce micro-là et je vais. Merci beaucoup pour vos interventions respectives. Et peut-être donc on peut laisser la parole au public si vous avez des questions pour rebondir sur tout ce qui vient d'être dit, des questions, des réactions. N'hésitez pas. Une question de cela. Merci Maître pour vos interventions. Alors, je vais faire un préambule. J'ai à peu près 50 ans et lorsque j'ai commencé le droit, était apparue une notion de crime passionnel qui a au niveau de... Là, c'est une question pousse pour la défense, qui était souvent un argument, on va dire, de circonstances atténuantes, je crois, à l'époque. Comment on n'est pas... Alors, j'ai 2 questions. La translation du crime passionnel en violence médiation ou est-ce qu'on a lâché au fur et à mesure les éléments constitutifs de l'atténuation du crime passionnel et quels éléments restent-ils, parce que je ne sais pas si c'était le crime passionnel était une création prétorienne ou législatif. Je suis trop vieux pour me rappeler de sa source, mais est-ce que cette crime passionnel est toujours présent dans la défense ou plus du tout, et à partir de quand il s'est arrêté? Je vous remercie pour cette question. Alors, la notion de crime passionnel, j'ai un peu moins de temps de bar que Béatrice, mais j'ai 22 ans de bar. Béatrice, c'est à peu près à 30 ans de bar. Et quand j'ai commencé le métier, donc j'étais jeune avocat et collaboratrice, etc., mon maître de stage plaidait encore, on plaidait encore le crime passionnel. C'est une vision sociétale, le crime passionnel. C'est vraiment, j'allais dire, sans être réactionnaire, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui, en fait, de rentrer totalement dans le système de domination du propriétaire. C'est ce qu'on vous dirait aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on ne plaide plus, le crime passionnel, parce que justement, la société a évolué. Et tout simplement, aujourd'hui, ça s'appelle un féminicide. Vous voyez, le saut, c'est plus qu'aller sur la Lune. Hein. Mais en même temps, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai plaidé l'année dernière le fait que sur un meurtre sur conjoint en Polynésie, il m'a été soulevé par le ministère public, on n'était pas au 19e siècle. Donc votre question, j'allais dire, tout à fait pertinente, ce à quoi j'ai répondu qu'entre-temps, il y avait quand même l'affaire Bertrand Cantat.
L'affaire Bertrand Cantat, c'est pas du 19e siècle, c'est il n'y a pas 10 ans. Vous voyez? Et donc, du coup, en métropole, sur l'affaire Cantat, deux femmes, nous sommes d'accord, ont subi les violences de cet homme. L'une a été tuée, l'autre s'est suicidée. Donc, c'est une discussion aujourd'hui. D'ailleurs, c'est apparu, je crois, ces derniers jours, le fait que le suicide de la femme est considéré de plus en plus comme étant un élément du contrôle coercitif de l'homme. C'est pour vous dire l'écart qu'on a fait au jour d'aujourd'hui. Mais l'affaire Bertrand Cantat, sur les plus grandes chaînes en métropole, on était encore en train de se dire que ce pauvre homme, tout simplement, il avait été, il était pris d'une passion extraordinaire pour cette femme. Et encore aujourd'hui, ça déchaîne, j'allais dire, les discussions. Mais c'est quelque chose que nous ne plaidons pas aujourd'hui. À la défense, je ne plaide pas ça. Je pense que mes confrères non plus ne le plaident pas, parce que, tout simplement, on n'est pas dans la passion. Ça a été largement, j'allais dire, clairement montré par les experts, par l'évolution de la société, que ce n'est pas la passion qui amène à la mort. C'est tout simplement d'autres passions qui sont certainement, j'allais dire, de la jalousie, de l'appropriation, d'un cercle de la violence, mais on ne peut pas plaider l'amour pour tuer quelqu'un. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc la défense, elle évolue en fonction de la société, parce que le droit... Que ça n'existait plus au niveau de la plaidoirie, on plaiderait plus. Non, le droit, c'est quelque chose qui, au mieux, il est en avant sur la société, au pire, j'allais dire, on essaie de rattraper très rapidement ce qui se passe. Mais on est sur une sens sociale, c'est valeurs sociales, et normalement, le droit doit rapidement, et surtout le droit pénal, pouvoir quand même refléter l'état d'une société à un moment donné. Surtout que nous sommes quand même, j'allais dire, enchevêtrés sur la Cour européenne des droits de l'homme qui donne le pas et le ton sur beaucoup de choses en matière pénale. Voilà. Je voulais préciser que je ne soutiens pas le crime passionnel. Je sais bien, mais votre question est éminemment, j'allais dire, passionnante et intéressante. Non, je le sais. Là-dessus, j'ai envie de rebondir également, parce que moi je suis aussi souvent avocat de la défense. Et il l'aimait tellement qu'il l'a tué. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pouvait peut-être plaider à une certaine époque, mais qu'on ne peut plus plaider maintenant. Alors on peut toutefois quand même, dans le cadre de notre plaidoirie, expliquer, quand on est pour l'auteur, expliquer ou tenter d'expliquer, parce que c'est ça aussi notre rôle, ce qui a amené l'auteur à commettre, à commettre ces actes. C'est-à-dire que, l'auteur, il y a tout un aspect psychologique, psychiatrique qu'on vous a expliqué, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire, finalement, c'est une circonstance atténuante que de dire il l'aimait tellement, voilà, il l'a tué comme dans la chanson de Johnny Hallyday. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, moi aussi, j'ai débuté en 1991, donc ça fait même un peu plus de 30 ans que je suis avocat. Je me rappelle d'un dossier, c'était quelqu'un qui avait ébouillanté sa femme parce que sa femme voulait le quitter. Alors c'est vrai que c'est toujours pareil, mais ça nous parle plus aujourd'hui qu'à l'époque. En fait, cet homme-là, il était marié avec cette femme depuis 30 ans, ils avaient eu des enfants, et puis elle n'en voulait plus, elle avait un amant et elle voulait le quitter. Lui, il a été faire chauffer de l'eau bouillante sur sa cuisinière, et il a ébouillanté le visage. Pourquoi ? Pour qu'elle soit peut-être défigurée et pour qu'elle ne plaise plus à aucun homme. Et effectivement, moi j'étais pour la femme, mais lui a fait plaider par son avocat le fait qu'il l'aimait tellement qu'elle ne pouvait pas le quitter. Enfin, ça n'a pas marché. Hein. Il a été quand même très lourdement condamné. Donc ça veut bien dire que même à l'époque, on ne pouvait pas se permettre non plus de plaider un peu n'importe quoi, si je puis m'exprimer ainsi. Je précise en matière de droit pénal que les circonstances atténuantes n'existent plus. C'est du droit pénal pur. Bonsoir. Et merci maître pour vos interventions. Je m'inscris dans la lignée de la question précédente sur le fameux crime passionnel. Vous avez bien expliqué comment le droit avait évolué en France, l'affaire Cantat entre autres, mais on aurait pu citer toutes les affaires des réseaux sociaux et la mobilisation qu'il y a eu sur les réseaux. Mais pour autant, le changement de métropole
ont provoqué un changement du droit pénal, c'est-à-dire du droit de la République. Il n'y en a qu'un dans la République, grosso modo. Et pour autant, on n'a pas forcément la même société, et du point de vue culturel en particulier. Et vous avez expliqué comment ces victimes protégeaient leurs auteurs, se disaient encore plus amoureux d'eux, et l'infraction était quasiment l'indice, un critère de l'amour. Et donc, j'ai quand même l'impression que le fameux crime passionnel, même si en droit il n'est plus retenu en France, il est retenu dans les esprits de certains ici, par beaucoup de gens encore, et ça ressemble à une sorte de syndrome de Stockholm. Bon, voilà, c'est simplement une analyse sociétale. Il y a le droit, il y a la société, et visiblement on est en décalage de ce point de vue, et je ne pense pas qu'on puisse complètement l'ignorer. Non, je suis d'accord avec vous, mais là, quand vous le présentez, à ce moment-là, on passe du point de vue de la victime, vous voyez. Donc le crime passionnel, quand il est plaidé, on le plaidait pour l'auteur, tandis que là, en fait, le fait que la victime, c'est pas qu'elle prenne fait et cause, on a l'impression qu'elle prend fait et cause pour l'auteur, pour essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas condamné ou peu condamné. En fait, on a décrypté un autre phénomène qui est d'abord celui de l'emprise. Donc, c'était effectivement Madame Irigoyen au Canada qui, la première, tout simplement, a, j'allais dire, mis en exergue le système de l'emprise avec le cycle de la violence, la lune de miel, etc. Enfin, tous ces éléments. Puis après, petit à petit, on a développé sur le contrôle coercitif pour vous dire que dans cette matière, en fait, on a, j'allais dire, les règles du droit pénal et du code de procédure pénale qui sont des règles figées, mais en même temps, au milieu, on a des êtres humains qui, eux, sont totalement imbriqués. Alors avant, on le disait comme étant effectivement la victime n'avait que très peu de place, où sa parole n'était quasiment pas entendue. C'est la place de la victime dans le procès pénal. C'est quelque chose qui est développé de plus en plus, mais c'est très récent. Donc on avait surtout, j'allais dire, la voix de l'auteur. Cet auteur qui était en général un homme dans une société où même, je vous rappelle que le fait que le viol lui-même, à cette époque, était à peine poursuivi et condamné. Il faut quand même se souvenir de ça. Où, j'allais dire, l'inceste est très récent dans tous ces éléments liés à, j'allais dire, à la condamnation, à la poursuite des violences au sein de la famille, des violences sur les femmes et sur les enfants, c'est quelque chose de très récent dans le code pénal, dans son application. Donc on a véritablement un autre visage du point de vue de ces poursuites et de la façon dont on perçoit l'enfant et la façon dont on perçoit la femme, qui prend toute sa place au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que le prisme n'est pas le même, parce qu'on a déconstruit quelque chose que peut-être qu'on ne connaissait pas avant. Un peu comme Freud a, comment dirais-je, bousculé la psychologie et la psychanalyse, si je devais faire un parallèle. Une dernière question, peut-être pour finir la soirée. Merci beaucoup. Avez-vous pu constater plus de violence dans les îles ou à Tahiti? Et si c'est le cas, pensez-vous que l'État ou les associations devraient instaurer plus de suivi psychologique ou plus de prévention dans les îles? Je ne pourrais pas dire s'il y en a plus à Tahiti que dans les îles, dans la mesure où le rapport population-infraction n'est pas le même. Après, la difficulté, sans être au parquet, c'est qu'il est plus facile de poursuivre sur Tahiti, Moorea ou même Raiatea où il y a un tribunal que d'aller, j'allais dire, poursuivre sur les Tuamotu ou les Marquises. En général, on a, j'allais dire, des gros échos sur ce qui se passe dans les îles quand on a, j'allais dire, des meurtres, des choses comme ça, ou des personnes qui sont déférées très rapidement parce qu'il y a des violences très importantes qui sont exercées. Le rôle des associations, ça c'est certain, mais bon, je pense que
de toujours. Moi, j'ai toujours connu les associations en étant hyper active en Polynésie pour, j'allais dire, accompagner, que ce soit les victimes ou les auteurs, ou même les enfants, pour essayer de trouver des solutions. De ce côté-là, heureusement d'ailleurs qu'elles existent, parce que je pense qu'il y a encore un long chemin à faire avec le peu et avec beaucoup d'humilité, du peu que je connaisse de ce que j'ai pu voir. Il y a quand même encore un long chemin à faire du point de vue donc, des institutions pour arriver tout simplement à faire un accompagnement complet de la population. Mais les associations de rue à l'époque, quand moi j'ai commencé à plaider, c'était les premières tout simplement à intervenir auprès des familles, parce qu'à l'époque, en fait, le tissu institutionnel n'était pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Donc non, je dirais qu'il y a encore du chemin à faire, mais je reste, enfin moi je suis quelqu'un d'idéaliste, hein, donc non, il faut garder le cap. Pour répondre. Oui, parce que pour répondre à cette question, on vous a présenté lundi avec Madame Jolicose les chiffres de l'Observatoire des violences faites aux femmes. Alors, je ne sais pas si vous avez eu ce document. Oui, c'est dommage, donc on vous le diffusera sans doute parce que c'est très intéressant et ça répond effectivement à votre question. Il y a le nombre de jugements qui ont été rendus dans les violences intrafamiliales, donc on se rend compte effectivement que s'agissant des îles de la société, donc bon, voilà, il y en a beaucoup plus que dans les Australes, aux Marquises, au Tuamotu et encore au Gambier, mais c'est effectivement les jugements qui ont eu lieu. Ça ne veut pas du tout dire que malheureusement tous les dossiers sont sortis, ou toutes les femmes ou les familles qui sont victimes de violences intrafamiliales ont déposé des plaintes dans ces îles aussi. Donc je ne sais pas, effectivement c'est vrai que sur Tahiti, il y en a plus, parce que bon, c'est plus facile aussi pour une victime, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'aller déposer plainte. Moi, j'ai été aux Marquises dernièrement, j'ai rencontré des associations de défense de femmes qui avaient de grosses difficultés parce qu'elles ne savaient pas quoi dire aux victimes qui se présentaient, parce que parfois, auprès des gendarmeries, c'était compliqué. Parce que les services de police, ils font ce qu'ils peuvent, hein, ils essaient d'aller au plus urgent. Les femmes qui ont des stigmates de violence, on va peut-être prendre leur plainte plus facilement que celles qui n'ont que des stigmates psychologiques. Alors que les stigmates psychologiques, ce sont aussi des violences. Et que l'emprise, les violences coercitives, ce sont effectivement encore aussi des violences. Et donc ces femmes-là, elles ne savent pas où aller. Parce que quand elles sont, par exemple, aux Marquises ou dans les îles très isolées, elles sont dans des vallées, elles sont toutes seules, il y a plein de problèmes économiques aussi. C'est la violence économique, c'est-à-dire que si elles n'ont pas d'argent pour pouvoir partir, donc elles vont, si elles y arrivent, déposer leur plainte. Si on leur prend la plainte, mais après, qu'est-ce qu'elles font? Il n'y a pas d'avocat sur place. Les avocats, ils viennent que dans le cadre des audiences foraines. C'est très compliqué qu'il y ait de l'accès au droit avec des consultations juridiques. Donc là, on est en train d'essayer de mettre en place des consultations en visioconférence avec les îles lointaines, et je pense que c'est important parce que il y a nécessité. Il n'y a pas de foyer pour accueillir ces femmes. Donc la plupart du temps, elles sont exfiltrées des îles, avec toutes les difficultés que cela peut conduire. Il y a des gens, ils ont toujours vécu là-bas, donc on leur dit, si tu déposes plainte, donc c'est déjà difficile de faire le pas de déposer plainte, et puis tu pars à Tahiti. Alors quand c'est grave, c'est l'auteur qui va partir à Tahiti parce qu'il va être transféré à Tahiti pour être jugé, et que s'il est libre, on va lui interdire d'aller aux Marquises ou à Bora Bora ou ailleurs le temps qu'il n'est pas jugé. Donc il y a une petite protection, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est effectivement très difficile. Donc on n'a peut-être pas tous les chiffres non plus au niveau de ces îles.
Alors, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, des consultations d'avocats par visioconférence. Parce que j'allais poser la question, justement, on parle beaucoup des associations, mais est-ce qu'on peut envisager de démultiplier des présences d'avocats? Alors par visio, ce serait effectivement pratique, mais toutes les îles n'ont pas Internet de manière... mais pour que les victimes puissent peut-être oser aller pousser la porte d'un avocat, parce que les associations ne sont peut-être pas non plus sur l'île en question, parce que... Est-ce que ça peut être aussi un moyen? Moi, c'est une idée que j'ai proposée. Maintenant, je suis pas, c'est pas moi qui peux en décider. Je sais que ça peut être possible. J'en ai discuté avec la présidente des Marquises, qui est en grande demande de ça. Parce que elle, c'est compliqué aussi d'exercer la justice, parce qu'il y a effectivement 6 îles, hein, donc il faut à chaque fois prendre le bateau pour aller d'une île à l'autre. Le tribunal, il n'est qu'à Nuku'iva, donc il y a effectivement un système possiblement de visio à Nuku'iva. Par contre, il semblerait que dans les autres mairies des autres îles, il y ait quand même possibilité de faire ces visios. Donc c'est finalement quelque chose qui doit, à mon sens, être mis en place par le pays, en accord avec la justice, et qu'on travaille tous ensemble pour effectivement essayer de lutter contre ce fléau. C'est vrai que la mairie, ça peut être un lieu de rencontre où les personnes peuvent aller pousser la porte, et là, si on leur met à disposition les moyens technologiques. Alors moi, je suis récente sur le territoire polynésien, mais je sais que l'exemple en métropole, c'est tout aussi difficile en métropole. Il y a plus de possibilités parce que les gens se déplacent plus facilement en ville et tout, mais il y a des campagnes très isolées aussi, où il y a effectivement, il y a rien. C'est le même problème, peut-être pas aussi important qu'ici, mais puisqu'ici les pouvoirs publics s'y intéressent, qu'on s'y intéresse tous, j'ai dit pourquoi pas avoir un travail commun pour réussir ça. Je pense que les avocats, ils seront tout à fait d'accord. Ils font des consultations juridiques. On a des avocats qui font des consultations gratuites tous les mois. On diffuse ça, donc pourquoi pas avoir des possibilités sans que ce soit trop coûteux aussi, parce que c'est difficile de faire partir un avocat là-bas aux frais de l'ordre des avocats, mais au moins en visio, je pense que ça pourrait être peut-être une aide pour ces populations qui sont pas oubliées, c'est pas ce que je veux dire, mais qui sont un petit peu oubliées, parce que c'est vrai que c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué sur les îles lointaines. On sait que c'est compliqué ici, mais là-bas c'est encore plus compliqué. Ouais, effectivement, c'est une vaste question, cette problématique de l'éloignement pour les victimes, comme pour les auteurs, parce qu'on l'avait évoqué notamment hier, mais un auteur qui, finalement, une fois qu'il est jugé, n'a plus les moyens de rentrer dans son île parce qu'on lui a payé le billet aller, mais pas le billet retour, ça c'est aussi notre problématique. Oui, tout à fait. On se retrouve à ce moment-là, effectivement, avec des auteurs SDF. C'est ça. Et ça, c'est... Ouais.